Bienvenue dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Opération coup de poing des sages-femmes à Marseille. Lassées de ne pas obtenir le statut de praticien hospitalier qu'elles réclament, elles ont durci le mouvement en bloquant les entrées de la ville ce matin. Ils veulent lutter contre la corruption en réclamant des engagements de la part des hommes politiques. L'association Anticorps propose aux candidats de signer une charte éthique. Dans l'Hérault, 23 têtes de liste ont répondu présent. Il est le seul robot humanoïde de ce type en Europe, fabriqué au Japon. HRP4 est désormais à Montpellier pour poursuivre son développement. Et puis c'est parti pour le Marseille-Cassis, non pas pour la course en tant que telle, mais pour les inscriptions. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Là aussi, il faut se montrer rapide. Mais tout d'abord, donc, le coup de force des sages-femmes à Marseille. Une trentaine d'entre elles ont mené ce matin une opération de blocage au niveau des entrées de l'autoroute A7 et de l'autoroute A50. Les sages-femmes sont en grève depuis des mois pour réclamer le statut de praticien hospitalier. Reportage Romain Péric. C'est les sages-femmes qui vous embêtent aujourd'hui. On est désolé, mais depuis le mois d'octobre, on est en grève et personne ne nous écoute, personne ne voit notre grève, parce qu'on est assigné, donc on est obligé d'aller bosser. Donc voilà, c'est pour une reconnaissance de notre travail et de nos 5 ans d'études. D'accord, merci, bon courage. Merci. Côté Gare Saint-Charles, ce matin, elles étaient une dizaine distribuant des tracts et filtrant la circulation. Bilan, quelques kilomètres de bouchons sur la 7. Du côté du tunnel Prado-Carénage, elles étaient une vingtaine. Et même topo, une dizaine de kilomètres de bouchons sur la 50. Les sages-femmes ont décidé de se faire entendre cette fois-ci suite à la proposition du ministre de la Santé, Marisol Touraine, de créer un statut médical spécifique pour les sages-femmes exerçant dans les hôpitaux publics. Elles veulent un statut médical au même titre que les médecins ou pharmaciens et non un statut particulier. Donc on est encore une fois en dehors, à part des autres professions médicales, que ce statut ne nous apporte rien que nous n'ayons déjà, qu'il n'y a pas d'autonomie pour les sages-femmes. Nous connaissons parfaitement les limites de notre métier, la frontière qu'il existe entre une profession médicale et le fait d'être médecin. Nous avons besoin des médecins, je pense qu'ils ont besoin de nous et nous pouvons tout à fait travailler ensemble en respectant les limites de chaque métier. Elles revendiquent également le classement de leur école en établissement d'enseignement supérieur et la reconnaissance de leur cursus. Déterminées, elles comptent renouveler ces opérations jusqu'à la fin de la semaine et plus si elles n'obtiennent pas satisfaction. Voilà, et justement, sachez que les sages-femmes ont prévu de réitérer cette action demain sur le boulevard Sakakini à Marseille. On ouvre maintenant notre page spéciale municipale. J-13 avant le premier tour, l'échéance se rapproche et les sondages se multiplient. Aujourd'hui, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui publie une enquête d'opinion. Selon ce sondage, l'écart se creuse entre Jean-Claude Gaudin et Patrick Mennucci. Au premier tour, le candidat UMP recueillerait 41% des suffrages exprimés contre 26% pour le candidat socialiste. Au deuxième tour, le maire sortant devancerait toujours son rival de 6% dans les intentions de vote. Mais l'élection à Marseille se joue secteur par secteur et BVA a aussi fait un sondage à part dans le troisième secteur qui place Marie-Arlette Carlotti en tête. Si elle remportait le 3-5, c'est toute la ville qui pourrait basculer à gauche. Le suspense reste donc entier et l'élection pourrait se jouer à quelques détails. C'est peut-être pour cette raison qu'il n'y aura pas de grand débat avant le premier tour. C'est pourtant ce que réclame Patrick Mennucci, mais Jean-Claude Gaudin, lui, ne veut pas entendre parler de ce débat. Marguerite Kioch. La dérobade, c'est le hashtag qui tourne ces dernières semaines parmi les socialistes sur les réseaux sociaux. En cause, l'absence d'un débat avant le premier tour entre le maire sortant, l'UMP Jean-Claude Gaudin, et le candidat socialiste Patrick Mennucci. Moi, c'est surtout une stratégie parce qu'il sait que son bilan est tellement mauvais et il sait que je connais les dossiers parfaitement, ça il n'a pas de doute. Donc il n'a pas envie que je le mette devant le public, devant ses propres contradictions et devant ses erreurs. Tu sais qui je suis ? Je suis le shérif. Bonjour. Jean-Claude Gaudin avait fini par accepter un débat sur France 2 qui a dû être annulé par la chaîne pour des difficultés d'agenda. Depuis, le candidat a refusé toutes les autres propositions. J'ai débattu pendant 6 ans avec Patrick Mennucci au conseil municipal.
Et pourquoi voudriez-vous que je le choisisse puisqu'il y a pléthore de candidats de droite? Pourquoi il faudrait que je débatte qu'avec lui? Alors il attendra le second tour et ça le rendra peut-être un peu plus humble. C'est pas sa nature habituelle. L'autre, il est là depuis 19 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Entre Menucci et Gaudin, les échanges se font donc à distance par communiqué interposé. Un défaut de démocratie, dénoncent certains. Les électeurs devront patienter jusqu'au lendemain du 23 mars, premier tour des municipales, pour bénéficier d'un vrai débat. Voilà. Tous pourris, les Français sont nombreux à le penser. Si l'on en croit un sondage IFOP de 2011, 72% des personnes interrogées estiment que les hommes politiques sont corrompus depuis une dizaine d'années. Une association, l'association Anticorps, tente de lutter contre cette corruption pour ces élections municipales. Elle propose aux candidats de signer une charte qui les engagera une fois élus. Dans l'Hérault, 23 têtes de liste ont répondu présent. Reportage. Non-cumul des mandats, transparence, reconnaissance de l'opposition, prévention du trafic d'influence. En tout, la charte Anticorps compte 9 engagements éthiques. Samedi matin, les 23 signataires révoltés sont venus de tout le département pour une photo de famille. En fond, la cour d'appel de Montpellier, comme pour leur rappeler que ces promesses-là les engagent. L'association se réserve éventuellement de d'ester en justice pour un candidat qui ne respecterait pas les engagements qu'il a signés. Et c'est la forme d'action la plus appropriée dans l'immédiat en prévision des élections municipales. Nous y attachons une grande importance parce que les élections sont souvent le moment de promesses, beaucoup de mots, alors que là, la charte, c'est un acte et l'on tient beaucoup à cet acte-là. Seul candidat montpelliérain à avoir signé, Philippe Sorel. Le divers gauche refuse pourtant de figurer sur cette photo de groupe. Pas question, en pleine campagne, de s'afficher avec des politiques de tous bords. C'est pourtant le propre de cette charte qui se veut apolitique et transpartisane. Les signataires assumés espèrent susciter, voire ressusciter l'intérêt des électeurs pour la politique. On a aujourd'hui beaucoup d'élus qui ont oublié qu'ils étaient au service de la population et qui ont plutôt tendance à se servir eux-mêmes. Notre adversaire, c'est qui? L'adversaire, c'est l'abstention. Et je crois que si l'abstention gagne les élections municipales, c'est très grave, c'est très grave. Je pense qu'il faut redonner justement ces lettres de noblesse à la politique. C'est la gestion de la cité, la politique, voilà. De droite comme de gauche, ces candidats peuvent se réclamer de la charte Anticorps dans le cadre de leur campagne. Une promesse de probité faite aux électeurs et à l'association qui compte bien vérifier si elle sera tenue une fois élue. Il s'appelle HRP4 et il a fait ses premiers pas en public au laboratoire d'informatique, robotique et microélectronique de Montpellier. Ce robot japonais a été acheté et doté d'une intelligence artificielle par ce labo en association avec le CRS et l'université Montpellier 2. À terme, ce type de robot humanoïde pourrait intervenir dans notre quotidien. Des explications de Julie Barral et Vincent Bordignon. Voici HRP4, le seul robot humanoïde de ce type en Europe. Il marche, il est équipé de caméras et de capteurs qui lui permettent de s'articuler. Un bijou de technologie importé du Japon tout spécialement pour Montpellier. C'est une ville qui est très charmante, il y a le soleil, mais il y a aussi de la science, il y a de la technologie et ce robot est là pour nous permettre de faire de la recherche de pointe pour rivaliser avec les meilleurs du monde. Conçu pour assister l'homme pendant les catastrophes naturelles ou nucléaires, ce prototype pourrait aussi avoir une utilité sociale. La collaboration entre humains et humanoïdes, par exemple par le transport en commun d'un objet, c'est-à-dire que le HRP4 et un humain vont traverser une table ensemble. Donc il faut que le robot soit capable de comprendre les intentions de l'humain de façon à le suivre correctement. Un nouveau partenaire de vie qui pourrait rapidement trouver preneur. Vous aimeriez avoir le même chez vous? Ah oui, tout à fait. Un qui fait la cuisine, le ménage, les courses, ah oui, tout à fait. 10 ans et 300 000 €, c'est ce qu'il va falloir pour achever ce programme de recherche. D'ici là, il faudra s'armer de patience. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Julien Butner. Bernard Tapie condamné à verser 1,2 million d'euros à l'URSSAF. Le tribunal de commerce de Marseille a condamné l'homme d'affaires en tant qu'ancien président de l'Olympique de Marseille. L'URSSAF réclamait au total 3,8 millions d'euros pour le dépôt de bilan de l'OM en 1995. L'avocat de Bernard Tapie a évoqué un jugement satisfaisant pour son client.
Si on revient à 3, on est plus fort que si on subsiste à 4. C'est ce qu'a déclaré Arnaud Montebourg lors d'une entrevue avec le quotidien Le Parisien à propos du rachat d'SFR. Le ministre du redressement productif a donc indiqué sa préférence à Bouygues Télécom plutôt qu'à Numéricable pour la reprise de l'opérateur téléphonique SFR. Il espère ainsi la fin de ce qu'il appelle une concurrence destructrice, un mieux-disant en matière d'emploi et d'investissement, selon le ministre. Nicolas Sarkozy et Bernadette Chirac ensemble aujourd'hui à Nice pour inaugurer l'Institut Claude Pompidou consacré à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. L'ancien président de la République est apparu souriant et détendu malgré les récentes affaires dans lesquelles il serait impliqué. Après un nouvel épisode de forte pollution en Ile-de-France, des associations écologiques ont décidé de porter plainte contre X pour mise en danger d'autrui, une première en France. Entre trafic routier, feux de cheminée et industrie, les associations Respire, Écologie sans frontières et Rassemblement pour la planète espèrent remonter la chaîne de responsabilité de la pollution de l'air en Ile-de-France. On va parler de sport à présent avec le Marseille-Cassis, le semi-marathon le plus prestigieux de la région. Aujourd'hui, c'était un jour très important, le jour des inscriptions. Les 15 000 dossards ont été attribués en à peine quelques minutes. Preuve que l'engouement autour de cette course ne faiblit pas. C'est une vraie loterie maintenant pour nous, parce que ça va tellement vite. Et vraiment, l'engouement, je pense que c'est parce que c'est la qualité de l'organisation. C'est quand même une entreprise, une manifestation très festive, et donc les gens s'y sentent bien. Et je pense que c'est les 600 bénévoles qu'il faut remercier, surtout eux qui nous font cette telle qualité pour la manifestation. Et parmi les chanceux qui ont pu obtenir un dossard pour participer à la course, il y a Rémi, un coureur amateur qui participe pour la 3e fois au Marseille-Cassis. Sidonie Caneto l'a suivi en course. Rémi, 35 ans, comme le Marseille-Cassis, court 4 fois par semaine à raison d'1h30 chaque fois, histoire de maintenir la forme. C'est une course qui est assez exigeante parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. Il y a le col de la Gymnaste qui est assez impressionnant la première fois à monter. Et donc il faut s'entraîner beaucoup en côte, il faut faire beaucoup de fractionnés pour le jour J vraiment être au top. Coureur depuis 10 ans, ce passionné de running participe régulièrement depuis 4 ans à des courses locales de 10 à 20 km, même si le Marseille-Cassis reste sa préférée. Dans le cœur des gens, c'est devenu une classique. Donc beaucoup de gens veulent s'inscrire pour arriver à la faire parce qu'on part de Marseille et on a un panorama qui est magnifique avec l'arrivée à Cassis. Après 2 participations, il connaît parfaitement les exigences de cette classique et compte encore améliorer son chrono. Il faut s'entraîner un petit peu toute l'année jusqu'à arriver à environ 8 semaines avant l'échéance où là il faut avoir vraiment un programme spécifique qu'il faut respecter à la lettre. À peine rentré de l'entraînement, pas une minute à perdre pour s'inscrire. Les dossards partent en quelques heures et le site est vite saturé. Voilà, la dernière étape, c'est bon. La validation, ça y est, je suis inscrit pour Marseille-Cassis 2014. L'inscription, première étape franchie et pas des moindres, cette année encore, les dossards sont partis en quelques heures.